Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ces Haussiens qui sont là, dans la chaleur, dans cette canicule qui nous tient ce soir. Une invitée en direct dans les studios, elle a bravé l'orage. Elle s'appelle Barbara Laffé. Bonsoir Barbara Laffé. Bonsoir Joël, merci de me recevoir. Alors vous êtes hôtesse de l'air. Oui, c'est ça. Et vous venez d'écrire votre premier livre, et pourtant Maman n'était pas un ange, une hôtesse de l'air au contact avec l'au-delà. Tout premier livre, premier bébé. Premier bébé aux éditions Exergue, dans la collection Transformation intérieure. C'est un livre sur votre rapport avec votre maman, une grande histoire d'amour, mais aussi avec les défunts. Exactement, avec l'au-delà et une histoire absolument magique, maintenant que j'ai pris un petit peu de recul, puisque ma maman est décédée le 8 mars 2018. Et ça a été, je pense, la plus grande aventure de ma vie et l'expérience la plus formatrice. C'était un chemin initiatique. Je pensais pas vivre une chose aussi extraordinaire dans cette vie-là. Et je la remercie en tout cas de m'avoir permis de vivre ça. Alors vous commencez en parlant de Eugénie, qui est morte en 1971, qui est toujours votre grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Ouais. Et qui se présente donc un jour chez vous. Il y a 10 degrés en moins. À chaque fois que les défunts se présentent, il fait froid. Ça serait bien qu'ils viennent un peu ce soir chez nous. Je leur ai demandé de venir, mais il fait une chaleur étouffante. Je crois qu'ils préfèrent être là où ils sont. Mais oui, c'est assez spectaculaire à chaque fois. Bon, quand Eugénie est arrivée un soir de janvier, je me suis dit qu'il y avait un problème de chauffage. Moi, j'arrivais de vol, je rentrais d'une destination lointaine. Donc, entre le décalage horaire et le vol de nuit pendant lequel je n'ai pas dormi, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Et puis en fait, elle était bel et bien à côté de moi, transparente, mais elle était là. Et son insistance dans le regard, cette force dans son regard m'a captivée et j'ai écouté. Et ses lèvres n'ont pas bougé, mais j'ai clairement entendu dans ma tête ce qu'elle m'a dit. Et quand elle m'a dit qu'on allait droit à la catastrophe si maman ne changeait pas son mode d'alimentation, j'ai pas douté une seule seconde. En fait, à chaque fois que les défunts viennent, il fait froid, ça c'est sûr et certain, où que je me trouve, que ce soit en escale à Santiago du Chili en plein été ou en plein hiver à Paris, il fait toujours froid. Et leurs messages sont délivrés de telle façon que, je sais pas, d'un seul coup, vous n'avez aucune hésitation, vous savez que c'est vrai. C'est une certitude qui vous prend, vous savez que c'est vrai. Et les rares fois où j'ai douté, j'ai demandé des confirmations. Dans la seconde, il y avait quelque chose de très fort qui se passait, ou dans la journée. Et vraiment, ils ne m'ont jamais déçu à ce niveau-là. Ils ne m'ont jamais trahi, jamais menti. Alors, est-ce que vous allez écrire un petit recueil, comment engendrer la conversation avec les fantômes? Parce que finalement, c'est assez... On ne sait pas, vous savez toujours... Est-ce que vous savez maintenant, vous pourriez l'écrire, ce recueil? Je crois qu'il ferait pas beaucoup de pages, donc ce serait pas très utile d'en écrire un. Mais si, pour tous ceux qui vont se trouver... Ce serait juste un petit fascicule, alors quelque chose de gratuit à mettre en ligne. Déjà, avoir confiance en soi, tout simplement, ne pas douter, et puis ouvrir son cœur à l'inconnu, parce que c'est quand même quelque chose souvent d'inédit, et puis c'est quelque chose d'impalpable. On est dans un monde tellement matériel, surtout aujourd'hui, que se laisser aller à laisser entrer l'invisible et l'impalpable dans sa vie, ça peut être extrêmement déroutant. Donc juste ouvrir son cœur, demander, accepter d'avoir la réponse aussi, parce qu'on se rend pas compte parfois qu'on a des blocages. Et surtout, avant toute chose, j'insiste bien là-dessus, il faut se préparer à ce genre de communication. On fait pas ça n'importe où, n'importe comment, pour s'amuser, en étant alcoolisé ou je ne sais quoi. On a vraiment besoin de... C'est comme un peu un recueillement, très simple, ou une période de méditation, et on demande surtout la protection de ses guides avant d'entrer en contact avec quoi que ce soit. Oui, mais quand Eugénie s'est présentée, c'est pas vous qui aviez décidé. Oui, mais alors moi, ils viennent depuis toujours. Donc, comment vous dire, je crois que quand ils ont besoin de me parler, ils savent qu'il faut passer le barrage de mes guides. Et quand mes guides lèvent la barrière de péage, c'est bon, ils viennent directement. Moi, ça fait depuis toute petite que je les vois, que je les sens. Petite, je savais pas ce que c'était, on n'en parlait pas. J'étais parfois effrayée, parfois juste très intriguée, ça dépendait où je me trouvais. Mais avec le temps, j'ai pris conscience de ce qui se passait, grâce à ce que ma maman m'a expliqué. Cette espèce de capacité familiale très féminine, peut-être exclusivement féminine.
Et après, j'ai posé mes conditions parce que ça me faisait peur de temps en temps. Et j'ai dit, maintenant, ça suffit. Maintenant, je le dis. On me contacte à condition d'être gentil. Alors, je dis ça avec des mots d'adulte aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais très jeune. Donc, pour moi, seuls les esprits bienveillants, pleins d'amour, avaient l'autorisation de rentrer en contact avec moi. Et en fait, j'ai jamais lâché ça. C'est comme une bulle de lumière autour de moi et un peu comme dans Dirty Dancing, vous voyez le film avec Patrick Swayze. Il y a un moment où il dit « ceci est mon espace, ceci est ton espace ». Et c'est comme une bulle qu'on a autour de nous et l'autre ne doit pas rentrer dans cette bulle, à moins de l'y inviter. Eh bien moi, j'invite exclusivement des esprits bienveillants, positifs et aimants. Alors, vous avez arrêté de voir les fantômes vers 8 ans, mais vous avez eu des signes qu'ils vous protégeaient. Hein, ça, on en a tous eu plus ou moins. On pense que c'est des anges qui nous font tourner la tête au moment où une voiture va nous écraser. Votre maman de 78 ans voyait elle aussi les morts. Oui, tout à fait. Et est-ce que Génie les voyait aussi ? Je ne sais pas. Dans ma famille, on parlait très peu. C'était une famille de taiseux et dès qu'il y avait quelque chose lié à l'émotion ou une histoire familiale, le mot d'ordre, c'était de se recroqueviller et surtout de se taire. Donc, on a très très peu parlé. Je connais vraiment peu de choses sur cette famille. Et la seule chose que maman m'ait dite, c'est que sa propre mère avait des capacités, mais je n'en sais pas plus. Elle, par contre, ma maman m'a bien dit que elle voyait des choses, elle entendait des choses, ça lui était très utile, mais elle a eu très peur de ça. Elle savait pas comment le gérer parce que personne lui avait expliqué. Il faut se rappeler qu'elle était née le 10 février 1939. Donc vous imaginez bien que pour une jeune fille à l'époque ou une adolescente, le sujet n'était jamais abordé. À moins de connaître Alan Kardec et de faire partie d'une certaine élite, d'avoir accès à ce genre d'informations, on n'en parlait pas du tout. Au sortir de la guerre, elle était petite fille. Après, il fallait digérer tout ce qui s'était passé pendant l'occupation, fêter la victoire. Et ensuite, elle est partie en province avec ses parents. Bon ben voilà, c'était un autre monde. Elle a eu quelques problèmes de santé. Elle était diabétique de type 2. En 2000, à 61 ans, elle fait un AVC. Quelques temps plus tard, un cancer de la rate. Enfin, elle s'en sort toujours. Ouais, c'est une Highlander. Enfin, je dis c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est toujours vivante. Elle l'est d'une certaine façon. Mais oui, c'était bluffant. C'était bluffant. La première fois, en 2000, avec l'AVC, moi, j'étais terrorisée. J'étais jeune et je me suis dit, si je perds ma mère, je perds tout, c'est pas possible. Je suis beaucoup trop jeune. Donc, je l'ai supplié de ne pas mourir. J'ai regardé le ciel et quand je me suis couchée, j'ai pas dormi, mais il s'est passé quelque chose de très étrange. J'ai prié le ciel pour que ma mère s'en sorte. Et j'ai eu l'impression que le plafond de ma chambre, c'était la voûte céleste et que d'un seul coup, la terre tournait dans l'autre sens. Je peux pas vous expliquer, c'était très étrange. J'étais plus là, en fait. J'étais catapultée très haut et j'ai vraiment eu la sensation qu'une force tellement importante écoutait et entendait ce que je demandais de tout mon cœur. Et j'ai été exaucée et je l'ai gardée encore pendant 18 ans. Oui, entre-temps, elle a fait quand même d'autres problèmes. Mais en même temps, vous dites que quelque part, c'est une manipulation inconsciente de sa part pour qu'elle vous ramène à elle. Oui. Elle a été très malheureuse, petite fille, adolescente, jeune femme, tant qu'elle était sous la coupe de sa maman. Et du coup, elle avait besoin de preuves d'amour, d'une présence rassurante. Et c'est vrai que j'ai du tempérament, j'ai du caractère. Et pour elle, c'était rassurant de savoir que je pouvais lui tenir la main, la conseiller, l'aider, la soutenir. Et comme ça, elle avait l'impression de recevoir encore plus d'amour. Alors qu'honnêtement, on a eu la chance de s'aimer très fort et des preuves d'amour, elle en a eu beaucoup. Mais c'est vrai que quand on est dans la détresse, en demande, dans ce besoin d'amour effréné, insatiable, on saisit toutes les opportunités. Et c'est ce que j'ai compris et c'est pour ça que je lui en ai pas voulu. Prendre soin d'elle comme si vous étiez sa mère. Sauf que j'étais pas sa maman. Et ça a été très difficile à remettre en place à chaque fois. J'ai piqué des colères, j'en ai pleuré de rage parce que je voulais pas de ce rôle-là. C'était pas ma place. Et en fait, elle l'entendait par moments et elle me disait oui, pardon, excuse-moi, je devrais pas faire ça, c'est moi ta mère. Et ça marchait quelque temps et puis il suffisait que je m'éloigne un petit peu trop et on repartait dans l'autre sens.
Alors le fait de dire que c'est pas notre rôle, mais on est un petit peu obligé quand les gens vieillissent et deviennent des enfants. Alors, être l'enfant de ses parents, l'enfant responsable de ses parents, là, oui. Là, complètement, bien sûr. Aucun problème avec ça. On le fait en règle générale quand l'entente est réelle entre parents et enfants. On le fait de bon cœur. Parfois, on le fait sous la contrainte. Mais en tout cas, ça ne pose pas de problème. Là où ça devient compliqué et très difficile, c'est quand le parent considère que vous êtes son propre parent. Là, l'équilibre est rompu. Ça n'est pas sain, ni pour le parent, ni pour l'enfant. Et retrouver ces marques, c'est essentiel, parce qu'on est capable d'y laisser des plumes au niveau psychologique. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais il peut y avoir des répercussions qui sont terribles après. Du style ? Du style, on ne trouve plus forcément sa place dans sa vie. Comment vous voulez construire une vie de couple avec quelqu'un ? Là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas la fille de vos parents, vous êtes la mère de vos parents. Donc, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un qui vous corresponde ? L'homme ne vous voit pas. Quand vous êtes une femme, l'homme ne vous voit pas. Et inversement, si vous êtes un homme, la femme ne vous verra pas parce qu'elle verra le parent en vous. Alors que l'homme ou la femme en face cherche un compagnon. Donc, on n'est pas au même niveau, en fait. C'est comme si on était sur 2 étages différents. Alors, en 1992, votre grand-père flottait au pied de votre lit et il vous a soufflé quelques mots. Mon papy, c'était l'amour de ma vie, mon papy. Ah, rien que de vous en parler, j'en ai des frissons. Il doit pas être loin. Tant mieux, ça donne un petit peu d'air. Ça fait du bien. Oui, mes parents ont divorcé, j'avais 8 ans. J'ai jamais revu mon papa. Et depuis toute petite, j'étais très proche de mon grand-père maternel, qui était très, très drôle, très facétieux. Et donc j'ai su qu'il avait un cancer en stade terminal le jour de mes 18 ans pour mon anniversaire. Joli cadeau, hein. Je dis ça de façon très cynique. Mais c'est pas grave parce que j'ai pu en profiter. Les 6 derniers mois, j'étais presque tout le temps avec lui. Et vous pouvez pas imaginer les fous rires qu'on a eu tous les deux en regardant les Jeux Olympiques d'Albertville dans le salon chez ma mère alors qu'il était mourant. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Donc ça, c'est pour vous dire que même à la fin, même quand c'est tragique, on peut avoir des moments de partage, des beaux moments. Et il s'aimait très fort malgré ce qui va se passer. Mais oui, le 31 mai 92, je me suis réveillée à 4 heures du matin, mais c'est pas un réveil comme quand on se réveille le matin. C'est-à-dire que d'un seul coup, mes yeux se sont grands ouverts et il y avait cette forme au pied de mon lit qui flottait, mais exactement comme dans les films, avec cette espèce de lumière blanche et dorée qui irradiait dans la chambre. Et je savais que c'était lui, alors que je ne le reconnaissais pas du tout, puisque c'était juste une forme. Et dans ma tête, très clairement, il m'a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'était le son de sa voix. C'était vraiment lui. Ce qu'il a dit, honnêtement, je ne me rappelle pas de tout. Même sur le moment, j'ai dû oublier tellement de choses parce que c'était la première fois que je vivais une telle expérience avec un défunt de ma famille. Et j'ai juste retenu que les choses allaient être très dures pour ma maman et qu'il fallait que je sois là pour elle. Et j'ai dit d'accord. Et puis il a disparu et quelques minutes après, le téléphone a sonné à la maison et c'était l'hôpital qui nous prévenait qu'il était mort à 4 heures du matin. Et ma maman est venue me réveiller et j'ai dit oui, je sais, il était là. Alors les ombres que vous voyez quand vous étiez enfant sont devenues des silhouettes distinctes. Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, c'était juste des ombres. Oui, c'était comme des ombres, vous savez, quand vous êtes dans la rue et que vous voyez votre ombre sur le trottoir. Voilà, c'était ça. Je savais pas ce que je voyais, je comprenais pas. Je savais juste que celle qui était au pied de mon lit me voulait du bien, apparemment. C'est comme si elle montait la garde. J'ai toujours cette image toute petite dans ce petit lit, une place pour enfants. Je les vois au pied du lit et comme si elle montait la garde, en effet. Et le jour où ma maman a divorcé, il n'y avait plus aucun danger, il n'était plus là. Il n'était plus au pied de mon lit. J'ai fait ok, très bien. Mais ils étaient là autrement. Oui, vous aviez 8 ans, là. Oui, voilà. Et donc après, vous les voyez d'une manière un peu plus distincte, c'est-à-dire auréolés de lumière, c'est ça ? Oui, alors c'est très amusant parce que dans ma famille, on a toujours eu des chats. Et c'est vrai que les chats sont extrêmement sensibles à tout ce qui vient de l'au-delà. Et régulièrement, je voyais passer des choses dans le couloir, mais c'était lumineux. Ou parfois, mon regard était attiré par une sorte de boule de lumière dorée
qui restait quelques instants et qui disparaissait. Alors je dis boule de lumière pour faire simple, mais ça ressemble à une boule de lumière. Et à chaque fois, je regardais le chat qui était à côté de moi et le chat fixait la chose aussi. Et je me disais, ça va, on est deux à voir, c'est bon signe. Alors, finalement, vous prenez au jeu, vous avez un ego qui s'est senti un peu grisé de tout ça, donc vous avez commencé un peu à jouer avec ça. Ouais. Et finalement, vous avez perdu vos dons. Complètement. Ouais. Complètement. Ça a été, ça aussi, c'est très formateur. On a l'impression, quand on commence à prendre conscience de ses capacités, c'est assez grisant parce qu'on se dit jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut avoir du pouvoir sur l'autre? Et quand on est très jeune, on a envie d'essayer, évidemment, parce que il faut bien se brûler un peu les ailes pour savoir ce que ça fait. Mais ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. J'ai essayé pas de manipuler, le terme est peut-être trop fort, mais j'ai essayé de tester mes capacités sur quelques personnes à leur insu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est arrêté. À leur insu, ça veut dire? Mais ça veut dire que je les prévenais pas et j'essayais de savoir ce qu'elles faisaient, ce qu'elles pensaient, quels étaient les conseils des cartes que je tirais avec le tarot pour me dire comment obtenir ce que je voulais d'elles. Alors c'était jamais méchant, c'était plus dans les rapports amoureux. Quand vous êtes une jeune fille et qu'il y a un beau garçon qui vous plaît, qui vous regarde pas, ce genre de choses, mais ça va trop loin parce qu'on ne peut pas décider pour l'autre, c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Donc du coup, tout a été stoppé net par l'invisible et ils ont eu raison. Ils ont eu complètement raison. Et là, je me suis sentie très très seule. Donc ça a duré combien de temps, ça, le fait qu'il y ait une coupure comme ça? Ça a duré plusieurs mois. Moi, ça m'a paru une éternité. Mais c'était juste plusieurs mois. Et c'est vrai que, après, c'est dans les choses les plus simples de la vie courante. Je suis dans une pièce toute seule avec un bouquin ou un morceau de musique qui passe. D'habitude, je sais que je suis pas seule, je le sens. Sauf que là, d'un seul coup, je sentais que j'étais vraiment, vraiment seule. En gros, on m'a dit, tu te plains d'être seule parfois, tu vas voir ce que ça fait, la solitude, cette fois-ci. Oh, c'est terrible. Habituellement, je posais une question à l'univers, j'avais ma réponse, je me fie beaucoup aux signes. Que ce soit une plume blanche par terre, un cœur, il y a souvent des petits cœurs dessinés par terre aussi, ou une publicité qui me parle. Là, d'un seul coup, tout était fermé. Il n'y avait plus aucun message. C'était violent pour moi. Là, moi, je perdais vraiment une partie de moi-même. Je me suis sentie comme amputée. Oui, je veux bien vous comprendre, mais vous aviez pas peur finalement de ces défunts qui se pointent au pied de votre lit ou qui sont là quand vous êtes seul chez vous? Alors, ça dépend comment ils viennent. Quand ils viennent doucement, souvent ils sont malins parce qu'ils viennent quand je suis très fatiguée. Parce que quand vous êtes fatigué, vous avez tendance à baisser la garde. Donc votre mental est sur veille, il vous laisse tranquille et là vous allez retrouver Morphée, ça va être formidable. Sauf que non, entre le moment où Morphée va arriver et le moment où vous fermez les yeux, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit s'il vous plaît mademoiselle ou madame, on pourrait vous parler une minute? Vous ouvrez discrètement les yeux, enfin d'habitude j'ouvre un œil et puis quand je vois que la silhouette est sympa, je fais bon ok d'accord. Et parfois je dois me lever, prendre un cahier, un stylo et noter. Les messages sont pas très longs mais je note. Et il y a d'autres moments où le message est tellement clair et direct qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est un accord qu'on a, eux et moi. S'ils me font peur, ils savent que je vais me braquer et que ça va pas marcher, je vais pas les entendre. Alors que leur intérêt à eux, c'est d'être écoutés et que le message soit transmis. Seconde partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98.2, la bande FM. Hôtesse de l'air, blonde et lumineuse, Barbara Laffé est médium depuis son plus jeune âge. C'est à l'annonce de la mort de sa mère qu'elle réussit à interpréter les messages qui lui parviennent de l'au-delà. Avec beaucoup d'humour et d'authenticité, Barbara Laffé relate le moment où l'au-delà s'est immiscé dans sa vie pour la prévenir de l'inéluctable, un chemin initiatique qui lui apportera une vision éclairée sur sa relation avec sa mère et un nouveau regard sur la survivance de l'âme. Il a fallu que je grave sur ma peau le symbole de notre lien, nos mains liées en un cœur, pour que ma mère, qui n'a connu que la violence, me prenne enfin dans ses bras. Barbara l'a fait. Et moi, je le vois, son cœur. Voilà, c'est de la radio, mais voilà, il y a un cœur sur l'avant-bras gauche. C'est très significatif pour moi. Quand je le regarde, c'est voilà, ma maman est là, elle me prend dans ses bras et elle m'aime et c'est vraiment très très fort. Ça fait 2 ans qu'il est
Voilà, 2 ans que quand je le regarde, c'est magique. Il y a eu le cœur, puis il y a eu le parfum aussi, hein, vous avez gardé. Oui, et récemment... On essaye de garder des odeurs. Alors, je sais pas si on essaye, je pense qu'à l'époque, c'était plus une question de survie psychologique. J'avais besoin de la sentir. Je pouvais plus respirer sa peau, mais j'avais besoin de la sentir. Donc, ce parfum dans cette pochette sur un petit foulard, ça a été ma Madeleine de Proust qui m'a tellement aidée pendant des mois et des mois. Et je me suis dit, je m'en fiche, je suis adulte. J'ai 44 ans à l'époque. Et alors, je reste la fille de ma maman et c'est pas une question d'âge. On a besoin de réconfort. Alors, vous ne voyez personne dans sa chambre d'hôpital alors qu'elle va mourir, aucun défunt qui vient la chercher. Et ça vous fait peur quelque part? Quand je n'ai vu personne dans sa chambre, c'est que j'ai compris que c'était pas encore le moment. J'ai vu qu'on c'était pas encore le rendez-vous qu'elle attendait. Mais elle est morte, je n'étais pas à ses côtés. Alors après, vous avez un grand-père, des grands-parents maternels qui se tiennent dans l'embrasure de la porte de votre chambre, qui vous disent il reste 6 mois, voire 3 mois. Ah, ça, c'est affreux. Ça a été j'en ai des frissons rien que de vous entendre dire ça. Ça a été un moment terrible, terriblement émouvant, terriblement fort et presque traumatisant parce que vous croyez que une fois de plus votre maman va braver la mort. Elle sait faire que ça, de toute façon. Elle se relève à chaque fois et là encore ça va fonctionner. Eugénie s'est trompée, c'était pas possible autrement. Et le lendemain matin, ils sont, vous voyez, j'en perds mes mots. L'émotion est toujours palpable. Ils étaient là le soir dans l'embrasure de la porte et j'ai tout fait pour ne pas les voir, pour ne pas les entendre. Je voulais pas les écouter, mais ils parlent dans ma tête. Donc je peux toujours essayer de me boucher les oreilles, ça ne fonctionne pas. Et le lendemain matin, ma grand-mère était dans le miroir de la salle de bain. Elle se reflétait dedans et voilà, et tout était dit. Ça a été un moment d'une violence extrême. Tout s'est écroulé d'un coup. Je savais qu'il n'y avait plus aucun recours et je savais que cette fois-ci, je ne pourrais pas en parler avec ma maman. Quand on voit la grand-mère, c'est-à-dire la mère de sa mère, apparaître en rêve ou ailleurs, c'est que le temps arrive? Pas forcément, parce que ma grand-mère que je n'ai pas connue, enfin, elle est morte, j'avais 6 mois, donc j'ai pas de souvenir vivant d'elle, mais lorsque je vivais chez ma mère, elle apparaissait régulièrement. Et quand j'en parlais à ma mère, elle me disait « Ah bon, qu'est-ce qu'elle fait ici ? J'ai pas grand-chose à lui dire », vu qu'elle s'entendait pas vraiment bien. Et je lui disais « Non, t'inquiète pas, elle est calme, elle regarde, tout va bien, elle est très apaisée. » Mais non, elle apparaissait comme ça, je pense qu'elle nous observait, elle voyait que tout allait bien à l'époque. Et donc cette Eugénie qui était morte en 71, c'est la même, hein? Non, parce que Eugénie, c'est l'arrière-grand-mère et ma grand-mère maternelle s'appelait Suzanne. Donc c'est Suzanne que vous voyez dans votre glace, dans votre miroir. Ouais. Et donc juste avant que votre maman s'en aille. 6 mois avant. Ça a duré un peu plus de 6 mois finalement, elle a battu son corps. À peine, ouais. Ce qui fait que j'ai douté l'espace d'un instant, je me suis dit, ils se sont trompés. Et malheureusement... Alors votre mère arrête de prendre ses médicaments, elle veut quelque part s'en aller, elle veut pas de traitement. Elle l'a dit clairement, elle m'a dit je veux partir, je veux mourir, j'en ai assez de cette vie. Elle s'est confiée à moi, elle m'a ouvert son cœur comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, parce que vous imaginez dire à votre enfant j'en ai assez de cette vie, ça a été tellement difficile, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je veux partir maintenant, je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Mais il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vivent ça. Hein. Je sais, mais quand on est, moi à l'entendre à l'époque, je suis restée le plus digne possible en face d'elle, je voulais pas craquer parce que je sentais que pour elle c'était tellement important. Et j'ai dit d'accord, parce que quand quelqu'un souffre à ce point-là, il faut arrêter de penser à soi, il faut penser à le libérer lui. Vous étiez donc dans un vrai dilemme avec en face de vous une équipe avec un objectif, sa mort, on est d'accord, c'était votre mère qui voulait partir, et de l'autre côté les médecins qui avaient un objectif, la combattre. Exactement. Et ça c'est compliqué parce que vous arrivez à l'hôpital et honnêtement, nous on est allés à la Salpêtrière depuis le premier AVC, depuis l'an 2000. Et je dois dire que le personnel hospitalier a toujours été formidable avec elle, avec moi. D'une humanité, d'une générosité, d'une douceur et d'une gentillesse. Je leur dirai jamais assez merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Je crois qu'en ce moment, tout le monde s'en aperçoit, mais c'est pas seulement cette année, c'était déjà avant et ça sera encore après. Ce sont des gens qui sont magnifiques. Ils ont une âme extraordinaire.
Mais en tout cas, oui, leur mentir à eux, c'était très compliqué. Parce qu'ils sont tellement impliqués pour sauver les vies. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était qu'ils lui permettent de ne plus souffrir. Ça, il y a de quoi. On a de la chance, on a une époque où si on veut pas que les gens souffrent, il y a de quoi les aider. Ouais. Donc vous aviez la culpabilité de ne pas être près d'elle au moment de sa mort. Pourquoi on se sent coupable de ne pas être là? Je crois Est-ce que c'est nous qui décidons finalement? Je crois qu'on décide rien du tout. On décide rien du tout. Quand c'est le moment, le rendez-vous a été pris bien avant l'incarnation sur Terre. Le moment de la naissance est défini, le moment de la mort aussi, les grands événements de la vie aussi. On est peu de choses en tant qu'être humain. En tant qu'âme, on fait partie d'un tout immense qui est bien plus important que nous, donc ça rend très humble. En tant qu'être humain, quand on comprend qu'on est un grain de sable sur une plage, il faut prendre en compte l'importance de ce qu'on est et à quel point être solidaires les uns des autres, être dans la compassion, c'est pas toujours facile, mais c'est important. Et peut-être qu'on choisit, nous, de mourir seul ou pas. Oui, et je sais que maman voulait pas que je la voie mourir. Mais je la comprends. Ouais, vous êtes maman, vous pouvez savoir. Oui, on donne la vie, on n'a pas envie de donner la mort. C'est ça, et je respecte son choix, mais comme je l'ai écrit dans le livre, elle a attendu que je sois au téléphone. Ça, moi, j'en suis convaincue, que je sois au téléphone avec le médecin qui s'occupait d'elle pour mourir. Donc, c'était sa façon très pudique, comme elle l'a toujours été, de dire, voilà, tu vois, je t'ai pas trahi. T'es là quand même, mais au moins, moi, je reste digne, tu ne me vois pas partir. Elle voyait quelqu'un au pied de son lit, quand même. Oui, c'était amusant, ça, parce que mais c'est ça qui est déroutant, c'est que c'est quand même des choses qui sont extraordinaires. Et elle me disait, mais tu vois, je vois quelqu'un, mais il a l'air vraiment gentil, hein, et elle en riait, et elle ne... Moi, je me suis dit, mais est-ce qu'elle réalise que là, on voit la même chose cette fois-ci? Ah, vous le voyez aussi, vous? À la fin, je le vois quand je m'en vais. Il se montre à moi une fois que je quitte la chambre, comme s'il prenait le relais, en fait. C'est un inconnu pour vous? Je voyais pas qui c'était, ouais. Ça, je ne sais pas si c'était un défunt ou un guide. J'en ai pas la moindre idée, mais je sais que c'était quelqu'un qui était là pour l'accompagner et la protéger. Ça, je le ressentais physiquement. Et ça m'a vraiment déculpabilisée parce que je me suis dit, je peux rentrer chez moi, maman est entre de bonnes mains. Au sens propre, à l'hôpital, comme au figuré avec lui. Alors, le délai de 6 mois est dépassé quand même à un moment et vous lui dites que vous avez besoin de liberté, que vous avez besoin d'être indépendante, que vous en avez un peu marre de ce rôle de sauveuse. Ouais. Et ça crache un peu là, hein, maman, ouais, ça crache. Alors comment vous dire, dans la famille, on a des origines slaves, on a beaucoup d'origines de partout, mais on a des origines slaves, et quand ça éclate, dans le bon comme dans le mauvais, j'ai envie de dire pour ceux qui n'ont pas l'habitude, tous aux abris. Voilà, c'est vraiment, vraiment épique. Donc elle vous en veut, elle vous dit oui. Elle m'en veut. Alors ça commence, les disputes ont toujours commencé, vous savez, c'est crescendo. Ça commence avec un pic, une remarque, et puis le ton monte, et ensuite c'est l'orage. L'orage, la tempête. Mais ça redescend aussi vite que c'est monté, hein. C'est ça qui est bien. Et après, il y a plus aucune rancune, on s'explique, et c'est ça qui est important, c'est qu'on se pardonne, on se parle immédiatement en disant ce qui ne va pas, on discute après coup. Et on remet les choses à plat, au propre, et on s'aime très fort, et ça finit toujours bien. Ça, c'était quand même quelques temps avant qu'elle meure. Hein. Ça, c'est quelques jours avant. Oui, c'était le 3 mars. Et comment vous dire, c'est juste affreux, quoi. Quand vous dites « je veux ma liberté », que vous le criez, la première fois de votre vie où vous criez « je veux ma liberté », et quelques jours après, votre mère meurt. Oui, mais c'est très compliqué de s'occuper des gens qui mettent du temps à mourir. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Il y a un moment où on craque aussi. Et puis on culpabilise tout du long parce qu'il y a des moments, c'est terrible pour eux, c'est eux qui vivent le pire. Mais il ne faut pas oublier que tous ceux qui s'occupent de leurs parents, qui est en fin de vie, souffrent énormément. Énormément. Il y a une culpabilité, est-ce qu'on fait assez, est-ce qu'on fait pas trop, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal, est-ce que je pourrais pas faire plus? Ça ne va jamais parce qu'on se met tout le poids du monde sur les épaules, sauf que on fait ce qu'on peut. Et il faut pas oublier qu'on a un cœur qui bat et que on doit aussi avoir de la compassion pour soi-même. On doit prendre soin de soi d'abord parce qu'on ne peut pas prendre soin de quelqu'un si soi-même on ne va pas bien.
peu de gens en fait acceptent d'entendre ça parce que ça veut dire oui, mais si je prends soin de moi, je la laisse tomber ou je le laisse tomber. C'est pas vrai. Si on prend soin de soi d'abord, en se reposant un moment, en faisant quelque chose d'agréable, en dormant tout simplement et en mangeant, parce qu'on a besoin d'énergie, là on peut être utile à la personne qu'on aime. Et elle nous le rend au centuple. Ça vous a donné le temps d'avouer vos erreurs et elle d'avouer les siennes, des deux côtés, c'est-à-dire ce temps avant le passage, où on se parle et finalement on s'avoue qu'on n'a pas été parfaite. J'ai pas été une mère parfaite, j'ai pas été une fille parfaite. Ça, c'est un moment qui reste très émouvant pour moi parce que maman a toujours été très discrète, même si elle pouvait être excessive dans ses émotions, dans sa façon de les dire, souvent bonne ou mauvaise, mais c'était quelqu'un de très discret, de très pudique par rapport à ses émotions profondes. Et là, elle s'est ouverte à moi spontanément. J'ai jamais espéré un moment comme ça, et ça a été un moment de grâce, cette confiance, et elle a réparé beaucoup de choses en me parlant ouvertement comme ça. Elle m'a montré à quel point elle croyait en moi et à quel point elle savait que quoi que je décide de faire, je réussirais. Bon, c'est une maman, hein. Vous pensez bien que si je lui avais dit je vais me grimper l'Everest, elle aurait dit mais oui, bien sûr ma fille, tu peux le faire. Je vous le dis ouvertement à cette antenne, non, j'en suis incapable. Mais nos parents nous voient toujours plus beaux, plus forts que ce qu'on est en règle générale. Et franchement, ça a été une réparation pour la petite fille que j'étais. On parle souvent de l'enfant intérieur en soi. Ça a réparé beaucoup de choses pour cet enfant intérieur. Et je lui suis infiniment reconnaissante d'avoir su trouver les mots pour la petite fille que j'ai été et que je resterai toujours. Parce que quand je pense à elle, moi, quand je pense à ma maman, j'ai 5 ans. Je vais bientôt avoir 47 ans, non. Ma maman, j'ai 5 ans, je l'aime comme avant et ça ne change rien. Mais ça a été magique. Et moi, lui dire que malgré ses erreurs, je suis pas mère moi-même, mais je pense que être parent est le métier le plus difficile, la tâche la plus ingrate qui soit. Elle a fait son maximum, elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà. Et honnêtement, elle m'a aimée. Et rien que ça, c'est énorme. Alors, plein de monde un soir avec des personnes que vous ne connaissez pas, qui vous observent avec insistance. En même temps, vous êtes complètement dépressive, donc vous ne travaillez plus en tant qu'hôtesse de l'air. On vous demande de faire un stage de secouriste, sécurité et sauvetage pour reprendre votre boulot. Oui. Et puis, il y a cette histoire du chat aussi qui est très intéressante dans votre livre, la grosse pupusse qui veut la rejoindre. Et vous pouvez nous raconter, puisque finalement, cette chatte qui est vieille ne veut pas survivre, donc il va y avoir une euthanasie et il se passe des choses invraisemblables. Oui, moi je voyais même pas qu'elle se laissait mourir. J'étais tellement traumatisée que je voyais rien. Je veux dire, maman venait de décéder. C'était le cataclysme dans ma tête, dans mon cœur. Et puis d'un seul coup, je me dis mais comment je vais faire ? Donc j'ai cherché des solutions. J'ai pas écrit dans le livre certains passages parce que c'était trop dur, trop violent, mais j'ai mis des annonces sur Internet pour trouver quelqu'un pour prendre soin d'elle. Et plusieurs personnes m'ont dit, quand un parent décède, on prend tout l'héritage ou rien. J'ai répondu à cette personne, de toute façon, il n'y avait pas un copec, mais merci pour votre délicatesse. Et il y a une dame qui m'a dit, euthanasier ce chat, c'est comme tuer votre mère une seconde fois. Mais vous ne pouviez pas le prendre puisque vous aviez déjà un chat qui... Mais oui, et c'était infaisable, je vous assure, j'ai retourné ça dans ma tête. Moi, j'ai déjà un chat femelle aussi, et pour les gens qui ont des animaux, des chats en l'occurrence, ils savent très bien à quel point ça peut être difficile de mettre un chat qui a déjà 12 ans avec une petite femelle toute jeune. Il y a une guerre de territoire, surtout que la grosse pupusse, elle a vu maman partir avec les pompiers. Elle a été traumatisée et je voyais bien, elle ne quittait plus le lit de maman où elle dormait non-stop. Elle se cachait sous le dessus de lit. Elle mangeait à peine. Enfin, c'était terrible pour elle. Et résultat, c'est difficile encore à raconter, mais je vais chez la vétérinaire l'examine et me dit « Je suis désolée Barbara, elle est en train de se laisser mourir, on ne peut plus rien faire. » Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, pas 2 fois, pas s'y rapprocher, c'est trop violent, je peux pas. Mais encore une fois, qu'est-ce que je fais, quoi ? Je pense à moi ou je pense à elle ?
Donc on décide de l'euthanasier. Autant vous dire que ma vétérinaire, qui est une femme extraordinaire, se met à pleurer parce que c'est difficile pour elle aussi. Elle s'en occupe depuis qu'elle est bébé. Et puis elle aime les animaux tout simplement. Et en fait, elle me dit, bon, comme d'habitude, une première piqûre pour endormir le chat et une deuxième pour arrêter le cœur. Tout du long, la grosse pupusse a roucoulé. Ronronné, oui. Mais ça fait un bruit, un chat, vous savez, ça roucoule comme un pigeon quand il est content. C'est très étonnant. Ça chasse les pigeons et ça roucoule comme un pigeon. Je pense que c'est une feinte pour les attraper. Mais quand ils sont en forme. Et là, je me dis, bon, il y a pas assez de produits, elle est encore là. Et la véto essaie, elle me dit, mais non, mais j'écoute son cœur. Écoutez, quand même, je sais ce que je dis. Il bat plus. Et il bat plus. J'ai fait des études scientifiques, je sais où est le cœur d'un chat, quand même, quoi. Et elle réécoute, elle me dit, non, je vous assure, cette chatte est morte. Et moi, je me marre. Elle se retourne et je parle à la grosse pupusse et je lui dis, ça y est, t'es avec maman, t'es contente, hein, t'es bien. Et je la caresse, en même temps, je l'embrasse. Et la chatte roucoule, mais très fort. Et là, je demande à la vétérinaire de se retourner. Je lui dis, non, mais là, écoutez, je vous assure, écoutez. Et je recommence devant elle, la chatte recommence. Je vous assure que voir une vétérinaire qui comprend qu'elle a affaire à un fantôme de chat mort, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était risible, mais qu'est-ce que c'était ? C'était beau, en fait. C'était beau. Ça me fait penser, il y avait une vétérinaire qui était sur cette antenne, je ne sais plus si elle y est encore, et elle me disait que souvent des chats ronronnaient au moment où on les euthanasiait. Donc peut-être que les chats sont contents de mourir finalement. D'être délivrés quand ils souffrent, peut-être aussi. Mais là, ce qui était magique, au vrai sens du terme, c'est que je suis arrivée en pleurant de chagrin. Je suis ressortie en pleurant de bonheur parce que je savais qu'elle avait retrouvé maman. Et au coin de la rue, j'ai vu la silhouette de maman avec la chatte dans les bras et maman me disait merci. Et j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Et les Égyptiens se faisaient enterrer avec leurs chats. Et maman adorait les Égyptiens. Je crois que cette famille, c'est de mère en fille. Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, Radio Anguin, la radio où l'on se sent bien. 98.fm, 98.fr sur toute la planète Terre. Barbara Lafay, vous avez un drôle de nom, Barbara, quand même. C'est votre vrai, c'est un pseudo ou c'est votre vrai nom? Lafay, c'est un pseudo. D'accord. Je trouvais ça amusant. Il me fallait un pseudo pour Facebook. Et il y a quelques années, quand j'ai créé mon compte, pour pouvoir accéder à tout ce qui m'intéressait, et une personne avec qui j'étais amie à l'époque m'avait appelé comme ça. Je trouvais ça très drôle. J'aimais bien l'idée d'avoir des ailes et une baguette magique. Je me suis dit, si je peux mettre de la magie dans la vie des gens, pourquoi pas ? Parce que moi, je crois en la magie de la vie. Donc voilà. Et puis avec une arrière-grand-mère qui s'appelle Eugénie, hein, déjà, c'est quand même c'est déjà un prénom très prémonitoire. Donc, vous dites à la page 85, il est temps d'aller retrouver maman. Elle est dans son lit, inerte, sauf que ce n'est plus ma mère. Je découvre un corps que je ne connais pas, une enveloppe charnelle qui ne lui ressemble pas. C'est donc cela, un corps sans âme. Si elle n'est déjà plus dans la matière, alors elle est quelque part autour de moi. La densité de l'air est différente, d'ailleurs, comme troublée. Et puis votre mère, vous la retrouvez 5 jours plus tard à la morgue. Oui. Et là, il se passe quelque chose. Là, je vous parlais de magie de la vie, c'est ça. Le personnel de la morgue est sensationnel. Le monsieur qui s'est occupé du corps de maman ne l'avait jamais vu auparavant. Et pourtant, quand je suis arrivée dans la salle, qui était juste pour moi et pour elle, c'était ma maman. Elle avait retrouvé son visage, c'était elle, c'était... comment est-ce qu'il a fait ça ? Pour moi, ça reste un mystère. C'était extraordinaire. J'ai retrouvé ma maman et en fait... je me suis précipitée sur elle pour la toucher, pour l'embrasser, parce que j'avais l'impression que je pouvais encore la garder, qu'elle était encore à moi. Je pouvais m'accrocher à elle physiquement. Vous avez même pensé à un moment qu'elle pouvait ressusciter. Ah oui, non, mais là, c'est là où il faut savoir que les personnes qui vivent un deuil difficile, quand on tient énormément à quelqu'un, quand quelqu'un vit ce genre de deuil, il peut avoir des comportements très étranges, voire effrayants ou déroutants. Et oui, je l'ai supplié, j'étais à Rio, à l'hôtel. Alors oui, Rio, ça fait rêver tout le monde. Hein. L'hôtel donne sur Copacabana, c'est extraordinaire, c'est très beau, c'est le paradis. Sauf que moi, je suppliais maman de revenir. Je me suis dit, c'est une erreur.
c'est une erreur. Voilà, on a testé ma force intérieure. Je suis là, ok, j'ai prouvé que j'étais solide. Maintenant, ça suffit, on arrête de jouer, elle revient. Oui, on revient à ce 5e jour à la morgue où quand même elle verse une larme. Ah, ce moment-là. Ouais, ce moment-là. Là, je lui ai pas demandé de revenir à ce moment-là, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que ça faisait déjà pas une semaine, mais presque que je gérais tout toute seule. C'était une montagne à gravir pour le coup, une montagne administrative, une montagne émotionnelle, et je savais pas comment j'allais m'en tirer. Et puis j'ai réalisé que je la reverrais plus, qu'ils allaient l'emmener pour la faire incinérer, et je pourrais plus me raccrocher à elle tous les jours. C'était ma bouée de sauvetage, ma maman, au sens propre comme au sens figuré. Elle a toujours été là pour moi. Et là, il fallait que je lâche la bouée, que j'apprenne à nager toute seule. Et je savais que je savais nager, mais est-ce que j'en avais envie? Et j'ai craqué et j'ai pleuré à chaudes larmes. Mais le monsieur de la morgue l'avait habillée avec ses vêtements et en fait, je trempais la manche de son chemisier et je lui disais excuse-moi, t'es toute mouillée, pardon. Et là, je l'entends dans ma tête me dire qu'il faut pas que je pleure. Et elle me dit Bichette, ne pleure pas. Et je lève les yeux et je vois cette larme qui coule de son œil droit et je me dis c'est pas possible. Mais je te fais de la peine, pardon, je veux pas te faire pleurer, maman. Et voilà. Et on peut dire ce qu'on veut. On peut vous dire que c'est les fluides qu'on leur a passés dans le corps qui sortent comme ça. Bon, pour les cartésiens, si vous voulez, mais là, je m'en suis voulu. J'ai culpabilisé de la faire pleurer alors qu'elle était morte. Oui, mais c'était pas des pleurs c'était des pleurs pour vous montrer qu'elle était pas si morte que ça. Ouais. Alors vous dites qu'il y avait tous ces fantômes qui sont venus vous préparer au changement le plus important de votre vie. Ils ne pouvaient rien faire pour votre mère. Son départ était inéluctable. Cependant, ils savaient combien leur soutien vous serait nécessaire. C'est-à-dire tous ces gens que vous avez vus apparaître un peu partout étaient là pour vous aider. Vous avez eu des dépressions, vous avez eu besoin de vous raccrocher à des parfums, à mettre des bougies, vous avez rencontré Odette, Irène, vous avez rencontré Odette, donc on peut parler d'Odette un tout petit peu. Odette, c'est la tante d'une de mes amies, et qui est médium, et Odette, en fait, a perdu son mari tragiquement dans un accident de voiture. Et de ce moment-là, ces dons se sont révélés à elle de façon exponentielle. Et son mari l'a guidée et il lui a dit « Tu vas te servir de ces capacités pour aider les autres et pour les mettre en contact avec leurs propres défunts. » Et du coup, j'ai appelé mon amie Isabelle, que j'embrasse. D'ailleurs, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Isabelle. Et du coup, et Flore aussi, on en profite aussi. Et c'est magique, la radio, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, Isabelle m'a dit, appelle-la, tu verras. Moi, elle m'a beaucoup aidée. Ok, j'ai tenté le coup. Ça m'a fait un bien extraordinaire. Voilà. C'était quelqu'un de très honnête et très humble. Donc ça, c'était une médium. Ensuite, vous rencontrez une kinésiologue, Irène. Irène, alors là, Irène, elle m'a juste sauvé la vie. Vraiment. Moi, j'étais sur la pente descendante. C'était clair que j'allais pas rester. Je pouvais plus. J'en pouvais plus, tout simplement. Et Irène est allée traquer, débusquer mes fausses croyances. Elle a bataillé contre mon mental qui est très fort. C'est ce qu'elle dit. Et je la crois volontiers. Et elle est allée mettre en lumière quelque chose de très difficile, parce que quand vous pensez profondément en vous, c'est engrammé en vous, le fait de dire « je peux me faire mourir ». Ah oui, vous vouliez mourir d'ailleurs, vous vouliez retrouver votre mère. Moi, je voulais en finir, mais mourir, alors attention, je voulais pas me suicider. Je voulais que mon cœur s'arrête en pleine nuit, pendant mon sommeil. Ah oui, je voulais pas souffrir en plus. J'étais lâche, tant qu'à faire. Autant choisir quelque chose de facile, où je voulais me déclencher une maladie fulgurante. C'était très très clair dans ma tête, mais c'était terrible. Et Irène est allée chercher cette phrase dans mon mental, elle l'a déprogrammée, et à la place c'était je veux vivre. Et j'étais d'accord avec ça, hein. Elle l'a pas fait contre mon gré, elle m'a demandé, et oui, j'étais d'accord. Et à la fin de la séance, qui a quand même duré 3 heures, parce qu'il y avait vraiment du boulot, il fallait nettoyer beaucoup de choses et rééquilibrer beaucoup de choses en moi.
Résultat, j'ai souri à la fin. J'avais pas souri depuis je ne sais combien de temps, j'ai envie de vous dire depuis des siècles. Cette femme, elle m'a remise à flot, elle m'a ramenée à la vie. Et je lui ai dit que j'étais heureuse. Et ensuite, vous avez vu une énergéticienne? À Claudia, quelle rencontre! J'attendais une grande blonde, pâle, très, très lumineuse, limite diaphane. Et elle attendait une petite brune, voilà. Et elle a ouvert la porte de son cabinet et c'était elle la petite brune et moi la grande blonde. Et Claudia, ça reste une rencontre. Je crois qu'il y a des âmes qui se connaissent de vie en vie et je l'ai retrouvée dans cette vie-là. C'est comme une grande sœur. C'est quelqu'un que j'aime profondément parce qu'on a réussi à tisser un lien après coup formidable. Claudia, c'est une énergéticienne qui vous permet déjà, en travail d'énergéticienne, elle vous nettoie. Elle nettoie vos méridiens, votre aura, votre âme. Elle est là pour ça, c'est ce qu'elle est censée faire. Elle s'est incarnée pour ça. Mais elle vous permet aussi de rentrer en contact avec des parties de vous-même que vous ignoriez. Parce que si on se connaissait entièrement, l'être humain n'est que multifacette. Il choisit d'en exprimer quelques-unes. Mais en fait, il est tellement plus grand que ça, tellement plus important et magnifique. Et elle permet ça. Elle permet d'aller retrouver ces parties d'âme et de les exprimer en toute bienveillance, en toute humilité, d'être pleinement soi-même. Et elle nous permet de nous aimer à nouveau nous-mêmes. Barbara Laffé, pourquoi ce titre et pourtant Maman n'était pas un ange? C'est vous qui l'avez choisi, le titre? Eh ben, figurez-vous que c'est ma marraine, la bonne fée, Natacha Calestrémé, qui l'a trouvé. Et je lui en suis profondément reconnaissante. D'ailleurs, j'en profite pour lui dire à quel point je l'adore. Elle est formidable parce que c'est vraiment une marraine, une bonne fée au-dessus de mon épaule qui m'a accompagnée pendant l'écriture du livre, toujours avec un regard bienveillant et des conseils pour orienter l'écriture du livre pour qu'il soit plus pertinent pour le plus grand nombre de lecteurs possible. Et en fait, elle a trouvé ce titre à juste titre. C'est le cas de le dire, parce que maman était juste un être humain. Quand quelqu'un meurt, on a tendance à l'encenser, à ne voir que ses qualités pour lui rendre hommage. Soit, pourquoi pas. Sauf que dans la vraie vie, c'était un être humain qui avait aussi des défauts. Et il faut en parler de ses défauts. C'est pas être ingrate ou leur manquer de respect, c'est juste dire que ceux qui meurent sont exactement comme nous. Et il faut les prendre dans leur totalité et les aimer dans leur totalité. On peut pas compartimenter et prendre que ce qu'on a envie de prendre. Est-ce qu'elle vous apparaît encore maintenant, votre maman? Mais oui, elle vient me voir en rêve. Elle me délivre des messages. De temps en temps, je sens son parfum. Et puis je peux pas le louper, c'était Opium d'Yves Saint Laurent, donc c'est un parfum qui est très entêtant, mais que j'aime tellement. Et parfois c'est juste des petits signes. J'ai un copain l'autre jour qui m'envoie un message, un SMS, et il rajoute: au fait, Bichette, j'ai oublié de te dire combien je t'aime. Il m'écrit jamais ça. Et bah oui, Bichette, c'est ma maman qui me parle comme ça. Et je me suis dit, pas mal le clin d'œil. Là maintenant, tu sais bien envoyer des SMS sur WhatsApp, bravo maman, quoi. C'est Elle est très douée aujourd'hui avec la nouvelle technologie, mais c'est extraordinaire en fait. Elle était pesante et envahissante et parfois casse-pied, même si elle était très aimante de son vivant. Je lui disais, on a des origines de partout, y compris des origines juives d'un certain côté. Je fais, mais t'es une mère juive puissance 10 000. Aujourd'hui, j'ai une maman qui est... Alors quand je dis mère juive puissance 10 000, c'est avec beaucoup de respect et de tendresse. Hein. Ne vous offusquez pas. Ouais. Voilà, mais vraiment aujourd'hui, c'est une maman qui est presque un ange, quoi, parce que c'est toujours en délicatesse, en finesse, elle m'enveloppe de son amour, elle est jamais intrusive, elle me rassure, je lui pose des questions, je discute avec elle, hein. Je parle à voix haute, toute seule dans mon appartement, de temps en temps il y a Frimousse qui me regarde, qui doit se dire, mais décidément ma maîtresse elle est pas comme tout le monde, elle est un petit peu barjo, mais j'assume, mais c'est formidable, ouais. Je l'entends parfois, j'entends ma maman dans la cuisine de mon appartement. Elle fait des choses et puis ça me fait chaud au cœur. Elle fait quoi? Elle prépare à manger? Quand j'étais petite, c'était ça. J'étais dans le salon ou dans ma chambre et j'entendais maman préparer à manger dans la cuisine et ça avait quelque chose de très rassurant pour moi. La mère nourricière. Et de temps en temps, je l'entends chez moi comme ça et ça me fait sourire. J'entends des bruits, vous savez, d'assiettes ou de couverts ou les pas sur le sol. Et ça me fait pas peur, ça me fait chaud au cœur.
Et pourtant, maman n'était pas un ange, une hôtesse de l'air en contact avec l'au-delà. Moi, j'aurais bien aimé qu'on en sache un peu plus sur vos cours de survie, de sauvetage et tout ça, mais ce sera pour une prochaine fois. Barbara Laffé aux éditions Exergue. Une phrase pour terminer l'émission. Gardez foi en vous, ouvrez votre cœur, ça vous permettra d'ouvrir vos yeux. Vous recevrez des beaux messages de ceux qui sont partis et vous verrez à quel point vous êtes aimés et vous n'êtes jamais seul, vous êtes vraiment très aimés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Barbara Laffé.